Bienvenue sur Clé de vie, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler du secret d'une communication qui vous permettra de gagner le respect et l'admiration de votre interlocuteur, une compétence essentielle pour une vie épanouie. Dans les relations humaines, ce n'est pas en s'aidant constamment sans principe que l'on obtient les meilleurs résultats. En réalité, il est essentiel d'établir des règles et des limites claires dès le départ, surtout avec vos enfants, votre conjoint, vos partenaires, vos employés, vos amis. Vous devez leur faire comprendre précisément vos limites et qu'il est absolument interdit de les franchir. Si quelqu'un les enfreint, vous devez réagir avec détermination et lui faire payer le prix fort. Ce que je vais vous dire pourrait être difficile à entendre et pas toujours facile à accepter. C'est pourquoi restez avec moi jusqu'à la fin pour tout comprendre en profondeur, car de nombreuses révélations vous attendent. Avant de plonger dans le vif du sujet, gardez bien cette pensée à l'esprit. Ce n'est pas parce que vous faites preuve d'une patience infinie envers quelqu'un que cette personne vous rendra l'appareil. Au contraire, vous pourriez bien ne récolter qu'une audace grandissante de sa part. L'être humain est souvent guidé par la cupidité, et beaucoup ont cette fâcheuse tendance à abuser de la gentillesse des autres, à monter sur la tête de ceux qui sont trop bons. Pensez à ces situations où une bonté excessive est perçue non comme un don, mais comme une faiblesse à exploiter. Dans la vie réelle, il existe tant d'exemples frappants. Prenez le cas de cette célébrité, appelons-le MX, et de sa femme Mamie Grecque. Leur histoire est connue de tous, n'est-ce pas? MX était d'une prévenance et d'un dévouement inouï envers même Y. Et pourtant, quel fut le résultat? Ce type d'amour inconditionnel n'a pas toujours engendré un retour équivalent de la part de l'autre. Bien au contraire, il peut malheureusement mener à une souffrance toujours plus grande. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas aimer, mais qu'il faut aimer avec stratégie, avec méthode. Être bon envers quelqu'un doit être fait avec discernement, car trop de bonté peut parfois n'apporter que des blessures à soi-même. Pourquoi en est-il ainsi? Ce n'est pas l'enfant qui change fondamentalement, ce sont les schémas d'interaction. Ces schémas ne sont pas prémédités par l'enfant. En réalité, ils sont façonnés par ses camarades de classe, ses professeurs, sa mère, son père, ses grands-parents. Un enfant de 6 ou 7 ans, toutes ces expressions sont le reflet de sa nature la plus profonde. Il n'a pas encore la notion du bien et du mal, du beau et du laid. Il n'a pas encore appris à feindre. Il exprime simplement son essence humaine la plus primaire, la plus authentique. Pour mieux illustrer ce point, permettez-moi de vous donner un exemple personnel. Mon fils, lorsqu'il était en première année de primaire, avait des manières complètement différentes envers son entourage, que ce soit ses amis ou sa famille. Avec son meilleur ami, il était d'une générosité sans limite, partageant spontanément tout ce qu'il avait de bon à la maison. Mais face à sa mère, il se montrait d'une avarice étonnante. Pourquoi une telle différence? C'est parce que sa mère l'avait trop gâté. Avec elle, il s'était habitué à recevoir sans jamais avoir besoin de rendre l'appareil. Alors pourquoi aurait-il dû le faire? Ainsi, une habitude de prendre sans donner s'était ancrée dans sa relation avec sa mère. Mais avec ses amis, c'était une toute autre histoire. Il devait partager sa nourriture, ses jouets pour pouvoir jouer avec eux. Il devait donc rendre. C'était logique. S'il ne rendait pas, il risquait de perdre ses amis. Par conséquent, il a appris que pour recevoir, il fallait donner en retour. Si vous êtes une mère qui élève un enfant, je suis sûr que vous commencez déjà à avoir des sueurs froides. Mais ne vous précipitez pas, le spectacle ne fait que commencer. Voyons maintenant quelle était la relation entre mon fils et moi. Pour un expert en établissement de schémas d'interaction comme moi, le gérer était aussi simple que d'écraser un moustique. Devant moi, il n'osait commettre aucune faute. C'était un élève modèle, un fils merveilleusement respectueux et dévoué. Il me suffisait d'un regard pour qu'il obéisse immédiatement, respectueux et toujours prêt à partager. Pourquoi cette différence? Parce qu'il craignait les sanctions. J'appliquais des mesures disciplinaires qui touchaient à son esprit, à son temps libre, à ses privilèges. Dans notre relation, j'avais établi des repères clairs et parfois douloureux. Par exemple, une fois qu'il a osé me contredire, voici comment je l'ai puni. Interdiction de regarder la télévision pendant 10 jours. Interdiction de jouer avec ses jouets pendant 10 jours. Interdiction de voir ses amis pendant 10 jours. Uniquement des devoirs à la maison. Sur le plan de son temps libre. Une longue période de réflexion où il devait rester calme. Sur le plan matériel. Interdiction d'acheter des friandises pendant 10 jours. Après 2 fois de telles punitions, il a compris qu'il ne pouvait commettre aucune erreur devant son père. Si une faute était commise, il devait en assumer de graves conséquences.
C'est pourquoi, dans notre relation, il a développé l'habitude que toute erreur a un prix très élevé. Et pour que je le traite bien, il devait d'abord bien me traiter. Chaque fois que je punissais mon fils, sa grand-mère maternelle venait intercéder en sa faveur, me disant de ne pas le punir de la sorte, et me grondait. À l'inverse, elle le gâtait énormément, lui achetait toutes sortes de jouets, de bonnes choses à manger, exauçant pratiquement tous ses désirs. Quel en fut le résultat ? L'enfant n'avait absolument aucun respect pour sa grand-mère, la contredisant souvent, lui parlant rudement et de manière impolie. Plus tard, sa grand-mère a réalisé que cette approche n'était pas la bonne, que les choses étaient devenues incontrôlables. Lorsque j'ai repris la main pour appliquer les punitions, plus personne n'est intervenu. La vérité est que, dans les relations de couple, entre partenaires, entre dirigeants et employés, tous ces schémas d'interaction sont universels. La manière dont les gens vous traitent autour de vous est, en réalité, celle que vous avez vous-même créée. Comment construire un modèle d'interaction sain ? Le premier principe fondamental est d'établir des limites claires. Dans les relations humaines, ce n'est pas en tolérant tout sans principe que l'on obtient le meilleur. En réalité, il est impératif de définir des règles et des frontières précises dès le départ, surtout avec vos enfants, votre conjoint, vos partenaires, vos employés et vos amis. Vous devez leur faire comprendre clairement quelles sont vos limites et qu'elles ne doivent absolument pas être franchies. Si quelqu'un les viole, vous devez faire face avec fermeté et lui faire comprendre les conséquences de ses actes. Pourquoi les bonnes personnes ne reçoivent-elles pas toujours le bien en retour ? C'est parce que vous avez été trop gentil au point de ne plus avoir de principes ni de limites. Même lorsque l'autre partie a violé ses règles et ses frontières, vous avez continué à sourire et à endurer. Cela ne fait qu'encourager l'autre à aller plus loin car il n'a absolument aucune idée de l'importance que vous accordez à ces choses. Ce n'est pas leur faute, c'est la vôtre. Comme je le dis souvent, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants toute votre vie. Ne les laissez pas prendre l'habitude d'être constamment servis. Vous ne pouvez pas choyer votre conjoint toute votre vie. Ne le laissez pas développer l'habitude d'être constamment dorloté. Si vous lui avez permis de prendre cette habitude, mais que vous ne pouvez plus la maintenir, des problèmes vont inévitablement surgir. Laissez-moi vous raconter une histoire tirée de mon entourage. J'ai un ami dont l'épouse, au début de leur mariage, était charmante, le genre de femme dévouée et de mère attentive. Mais mon ami choyait sa femme de manière excessive, à un point difficile à croire. Au début, lorsque nous allions dîner chez eux, c'est sa femme qui cuisinait. Il se portait volontaire pour l'aider en cuisine. Au fil du temps, il en faisait de plus en plus. Au début, il lavait juste les couteaux ou préparait les ingrédients, puis il cuisinait 2 plats pendant qu'elle en préparait 2. Par la suite, quand nous venions dîner, son épouse lui disait directement d'aller cuisiner. Elle sortait parfois faire un tour dans le jardin, donnait quelques brèves instructions, puis rentrait. Finalement, son épouse ne faisait absolument plus rien. Les repas et la vaisselle étaient entièrement à la charge de mon ami. J'ai clairement remarqué le changement de caractère de sa femme. Son comportement envers lui devenait un peu autoritaire, tandis que mon ami, lui, se contentait de sourire nerveusement à chaque fois, sans jamais s'opposer. C'était un mari vraiment trop bon. En réalité, ils avaient tous les deux tort. Qu'une personne veuille donner et l'autre recevoir, ce n'est pas un problème tant que chacun y trouve son compte et que l'harmonie règne. Mais ce n'était malheureusement pas le résultat. Il y a quelque temps, mon ami m'a appelé, la voix pleine d'une colère extrême, me disant qu'il avait frappé sa femme et qu'il voulait divorcer. J'en ai été choqué. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a répondu « Tu sais, je suis marié à cette femme depuis tant d'années. Je l'ai toujours choyée, toujours aimée. 10 ans de mariage, 10 ans de patience et de concession. Je déteste cuisiner, mais pour elle, j'ai préparé tous les repas quotidiennement pendant 10 ans. J'amenais et ramenais aussi les enfants tous les jours. Quant à elle, son humeur devenait de plus en plus exécrable. Elle me réprimandait constamment. Je n'en pouvais plus, alors je l'ai frappée. Je ne peux vraiment plus supporter cette femme. Je lui ai dit « Écoute, avant toute chose, ne te dispute pas. N'est-ce pas toi qui as contribué à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui ? De quoi te plains-tu maintenant ? Si tu ne supportais pas de cuisiner et de t'occuper des enfants, si tu n'acceptais pas qu'elle te réprimande au début de votre relation, pourquoi n'as-tu rien dit ? Maintenant tu as tout enduré pendant 10 ans et c'est seulement maintenant que tu dis ne plus supporter. Pourquoi ne pas avoir refusé dès le début ? Tu lui as donné 10 ans pour développer ses habitudes et maintenant tu veux qu'elle change ? Comment ferait-elle ? De plus, à ton âge, les enfants sont déjà grands. Si tu divorces, qu'adviendra-t-il d'eux ?
Après m'avoir écouté, il a demandé « Alors, que dois-je faire maintenant ?» Je lui ai répondu « Eh bien, continue d'endurer. Tu as supporté pendant 10 ans, alors supporte toute ta vie. » En réalité, c'est là la pire conséquence de l'absence de limites claires. Personne ne peut être blâmé, sauf lui-même. C'est pourquoi si vous avez déjà établi des schémas d'interaction fixes et de longue date avec certaines personnes de votre entourage, je vous conseille de ne pas les briser à la hâte. Évaluez si vous avez actuellement suffisamment de force et si l'autre partie a réellement besoin de vous. Parce qu'un modèle d'interaction formé sur une longue période, si vous voulez le rompre, cela provoquera inévitablement une confrontation intense. Bien sûr, si vous avez suffisamment l'avantage et que l'autre partie ne peut pas vivre sans vous, vous pouvez rompre ce modèle d'interaction. Mais le processus sera certainement très difficile, vous devrez vous y préparer mentalement. Cependant, si vous ne rompez pas et continuez à maintenir ce schéma, vous devez réfléchir si vous pouvez le supporter. Car plus vous endurez, plus l'autre personne deviendra exigeante et plus vous souffrirez. Si vous ne pouvez plus supporter et que vous avez une position avantageuse, je vous conseille de rompre ce schéma rapidement. Plus vous attendez, plus ce sera difficile. Passons maintenant au deuxième point, la création de points de douleur et de points de plaisir. Il est absolument crucial que la première fois qu'un événement touche à vos limites, vous fassiez en sorte que l'autre personne expérimente un point de douleur mémorable. C'est d'une importance capitale. Qu'est-ce que cela signifie ? Continuons avec une histoire vécue. Par exemple, quand ma femme et moi avons commencé notre relation, nos modes d'interaction n'étaient pas encore établis. C'était une période de véritable bras de fer. Je conseille à tout le monde, pendant la phase de rencontre, que l'homme fasse preuve de beaucoup de concessions et de tolérance envers la femme. Car durant cette période de drague, vous n'avez aucun avantage réel. Après le mariage, lorsque votre position devient plus solide, vous devrez réajuster ces modes d'interaction par rapport à la période des rencontres. Pendant les fréquentations, vous tournez autour d'elle chaque jour. Si elle fait ses caprices de princesse ou de jeune demoiselle, vous pouvez encore la gâter, c'est l'ambiance romantique. Après le mariage, l'homme doit se consacrer à sa carrière et à la gestion du foyer. Si la femme continue d'agir comme pendant les rencontres, faisant des crises de colère de princesse, ce n'est vraiment pas bon ni pour l'homme ni pour la famille. Mesdames, ne me contredisez pas si vous aspirez à une vie de couple heureuse. Vous devez comprendre que les rencontres sont une série télévisée, tandis que le mariage est un documentaire. Les rendez-vous ne sont qu'une mise en scène à deux, le mariage, lui, vous ramène à la réalité. Si vous ne le saisissez pas tout de suite, la vie et le temps vous prouveront mes dires. Par conséquent, mesdames, si vous avez des exigences envers les hommes, formulez-les absolument avant le mariage. Après, ce sera beaucoup plus difficile. Ainsi, après le mariage, vous devez progressivement ajuster le mode d'interaction entre vous et votre conjointe. Par exemple, peu après notre mariage, ma femme m'a demandé de faire la cuisine. Je savais pertinemment que si je me mettais à cuisiner, cela deviendrait presque ma responsabilité à vie, et de nombreuses autres tâches ménagères me tomberaient aussi dessus. Ce n'est pas que je ne veuille pas faire le ménage, mais ma carrière ne me permet pas d'y consacrer mon temps. J'ai donc dû lui créer un point de référence douloureux et mémorable pour qu'elle s'en souvienne à jamais. Je lui ai donc dit d'aller cuisiner, mais elle n'en avait aucune envie. C'est à ce moment-là que la bataille a commencé. J'ai alors piqué une colère noire, me fâchant violemment, allant même jusqu'à briser une tasse pour dramatiser la situation. Ensuite, je lui ai dit que j'étais trop pris par mon travail, que je n'avais pas le temps pour ces choses. Si tu n'es pas capable de préparer un seul repas, alors nous n'avons plus rien à faire ensemble. Demain, je lancerai la procédure de divorce. Elle a rétorqué « qu'il en soit ainsi ». Cet incident a créé un véritable tollé pendant 2 jours, alertant même ses parents. Ils sont tous venus pour nous calmer et nous raisonner. Finalement, elle était épuisée et s'est dit qu'un divorce pour une simple histoire de cuisine était un prix bien trop lourd à payer. Et avec tout le temps et l'énergie dépensés en 2 jours, combien de repas aurait-on pu préparer ? Au final, elle a cédé. Et depuis, elle prépare elle-même tous les repas. Avec le temps, c'est devenu une habitude. Pendant nos 10 ans de mariage, à part quelques grandes occasions comme Noël ou le Nouvel An, je n'ai jamais fait la cuisine. Ces jours-là, si je me portais volontaire pour préparer un plat, elle était tellement émue, folle de joie, qu'elle me couvrait de compliments, me qualifiant de mari idéal. « Oh, la belle surprise! Aujourd'hui, on va se régaler !» Vous avez bien entendu, c'est la vérité, et nous ne nous sommes plus jamais disputés pour savoir qui allait faire la cuisine. Parce que dans cette affaire, je lui avais ancré un souvenir douloureux et indélébile dans l'esprit. Et après chaque repas qu'elle préparait, je ne manquais jamais de la féliciter.
C'est absolument délicieux, ma femme est une cuisinière hors pair. Cela créait chez elle un point de référence agréable, une sorte de souvenir-plaisir. Sous le double impact de ce souvenir douloureux et de ce souvenir plaisir, nous avons établi un mode d'interaction fixe pour cette tâche. La cuisine est devenue son affaire. Et elle ne s'est jamais sentie lésée, car cuisiner est devenu un acte automatique, une réaction naturelle pour elle. Aujourd'hui, elle se passionne pour la gastronomie, cherchant de nouvelles recettes chaque jour, et notre relation est des plus harmonieuses. Alors, vous me demandez, cette colère d'il y a 10 ans était-elle authentique ? Absolument pas. C'était une colère stratégique. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, EQ, ce n'est certainement pas de ne jamais se fâcher, mais de savoir exprimer sa colère de manière stratégique. Vous pouvez montrer votre colère, mais vous ne pouvez pas vous fâcher n'importe comment. L'un est une action réfléchie et stratégique. L'autre est une action stupide et irréfléchie. Lorsque vous faites face à différentes personnes, dans différentes situations et face à différents événements, vous devez utiliser des émotions différentes. Il en va de même en entreprise. Le chef d'entreprise doit établir des modes d'interaction entre les partenaires et le manager doit en créer entre lui-même et son équipe. Si ces modes d'interaction ne sont pas bien établis, vous risquez facilement d'être exploité par vos subordonnés. La méthode la plus efficace pour créer un mode d'interaction sain entre partenaires est le débat, la confrontation. Des partenaires qui ne débattent pas ne peuvent pas travailler efficacement, et il est préférable de débattre tôt plutôt que tard. Pourquoi tant d'amis ou de proches aux relations solides se déchirent-ils lorsqu'ils se lancent ensemble dans une aventure entrepreneuriale ? Parce qu'ils n'ont pas eu de confrontation initiale. Les désaccords finissent par éclater de manière incontrôlable plus tard. L'absence de débat au début signifie qu'une personne est forcément en train de ravaler ses désaccords. Et les décisions non soumises à la discussion risquent fort d'être erronées. En réalité, éduquer un être humain, c'est un peu comme éduquer un chien. Lisez l'histoire qui suit et saisissez-en l'esprit. Un jour, j'ai acheté un petit chien et je l'ai appelé Petit Noir. Je l'appelais, mais il ne venait pas. Je l'appelais à nouveau, toujours rien. Que faire ? Alors, j'ai acheté un os, je l'ai tenu et j'ai appelé Petit Noir. Il est venu aussitôt. Pendant 1 mois, j'ai utilisé des os pour l'appeler et chaque fois que je l'appelais, il venait. Après 1 mois, je n'avais plus d'os, j'ai appelé Petit Noir et il est arrivé joyeusement, la queue frétillante. Mais j'ai remarqué qu'il aimait s'allonger près de la porte, pas dans son panier. Comment faire ? J'ai donc placé quelques objets pointus près de la porte. Chaque fois qu'il s'allongeait là, il se piquait. J'ai aussi mis des friandises dans son panier. Ainsi, il s'est appris lui-même à ne plus s'allonger près de la porte, mais dans son panier. Plus tard, j'ai retiré les objets pointus de la porte et les friandises de son panier, mais il continuait de s'allonger spontanément dans son panier et non plus près de la porte. Je ne savais pas quand, mais j'avais créé un schéma d'interaction entre lui et moi. Comprenez-vous ? Rappelez-vous, le meilleur moment pour établir un schéma d'interaction est la première rencontre, car à ce moment-là, l'autre personne ne vous comprend pas et ne sait pas comment interagir avec vous. Le meilleur moment pour briser un schéma d'interaction est lorsque vous avez suffisamment d'avantages, lorsque l'autre personne ne peut plus vivre sans vous. Rends-moi indispensable. Celui qui ne peut vivre sans l'autre souffrira. Si vous ne pouvez vivre sans eux, vous souffrirez. S'ils ne peuvent vivre sans vous, ils souffriront. Votre succès en affaires, votre bonheur familial proviennent tous de votre caractère irremplaçable. La loi de ce monde devient de plus en plus claire. Quand vous n'êtes pas assez fort, même une petite opportunité vous échappe. Quand vous êtes assez fort, des milliers d'opportunités s'offrent à vous. Vous ne pouvez pas les refuser. Quand vous êtes suffisamment excellent, tout ce que vous désirez vient automatiquement à vous. L'intérêt personnel est inhérent à la nature humaine. Même entre parents et enfants, si vous êtes brillant et performant, vos parents vous aimeront davantage. La nature de cette société est que votre récompense ne dépend pas de l'effort que vous fournissez, mais de l'irremplaçabilité de cet effort. Vous devez vous souvenir, votre valeur n'est pas votre salaire, mais votre caractère irremplaçable aux yeux de votre employeur. Ce n'est que si vous êtes remplaçable que votre salaire ne pourra pas augmenter. Si, dans un mariage, vous ne comptez que sur votre beauté et votre apparence physique pour attirer votre mari, avec le temps, il y aura toujours quelqu'un de plus beau qui apparaîtra, et une tierce personne fera son apparition. Il y a des femmes qui, face à l'infidélité de leur mari, ne pleurent pas et ne font pas de scandale, mais s'occupent davantage de leur foyer et se perfectionnent elles-mêmes. Elles rendent leur maison impeccable, deviennent plus séduisantes, et leurs enfants sont épanouis et aimés.
Après un certain temps, lorsque la nouveauté de l'amant de leur mari s'estompe et qu'ils rentrent à la maison pour trouver un foyer heureux et chaleureux, il ne peut se résoudre à le quitter et finit par revenir à sa famille. Bien sûr, certains diront « Je ne peux pas faire ça, il me trompe et je devrais encore le servir ». Dans ce cas, commencez par vous interroger sur vos propres problèmes, avant de décider de rester ou de partir. Si vous n'êtes pas irremplaçable dans votre mariage, un remariage n'aura pas beaucoup de sens, le même problème réapparaîtra. Sur le marché du travail, trop de personnes sont facilement remplaçables, par des jeunes, par des machines, par de nouveaux systèmes. Luo Zhenyu, un expert en développement professionnel, a un jour déclaré que les travailleurs devraient se poser 3 questions. Question numéro 1. Le travail que je fais, une machine peut-elle le faire? Question numéro 2. Le travail que je fais, peut-il être externalisé? Question numéro 3. Le travail que je fais, a-t-il un avenir? Les réponses à ces questions peuvent vous décourager, mais ce n'est pas une raison pour ne pas y réfléchir. Car être interpellé par la question vaut mieux que d'être giflé par la réalité. Souvent, nous supposons par défaut que nos revenus sont liés à notre niveau d'éducation et que nos capacités sont liées à nos réalisations passées. Mais en réalité, ce sont de grandes idées fausses. La somme d'argent que nous pouvons gagner dans cette vie n'est en fait pas liée à notre niveau d'éducation, à nos sentiments personnels ou à nos réalisations passées, mais uniquement à notre caractère irremplaçable. Quand votre employeur décide de vous payer, il a une balance en tête. Sur le côté gauche de la balance se trouve votre salaire actuel, et sur le côté droit, les bénéfices que vous pouvez apporter à l'entreprise au moment présent. Notez, il y a 2 mots-clés ici. Le premier est « au moment présent ». Ce n'est pas votre contribution d'il y a un an, ni le total de vos contributions passées, mais votre contribution au moment présent. Le deuxième mot est « bénéfice ». Ce n'est pas la qualité de vos relations personnelles, ni votre intégrité. Si vous recevez maintenant 10 000 € de salaire, mais que le travail que vous faites peut être effectué par quelqu'un d'autre pour seulement 5 000 €, alors je vous remplacerai. Même si nos relations passées étaient bonnes, même si vous avez déjà rapporté 1 million d'euros à l'entreprise, je suis désolé. Si votre valeur au moment présent est remplaçable, alors le remplacement est nécessaire. C'est cruel, mais parfaitement logique. Oh, combien d'entre nous commettent cette grave erreur dans la vie professionnelle? Nous avons tendance à considérer nos contributions passées comme un dû, comme ce que nous devrions recevoir aujourd'hui. Et quand ce n'est pas le cas, la rancœur s'installe. Nous avons l'impression que les autres nous doivent quelque chose. En réalité, c'est simplement que nous n'avons pas saisi les règles fondamentales de la société. Souvenez-vous bien, si l'autre partie trouve une meilleure option, vous laissez tomber et d'une normalité déconcertante. Accuser les autres de manquer de sentiments, de morale ou de je ne sais quoi pour finalement finir triste et en colère, c'est le signe clair d'un manque de maturité, rien de plus. Prenez un exemple concret. Nous avons tous utilisé des téléphones Nokia, n'est-ce pas? Nous avions même une sorte d'affection pour cette marque, n'est-ce pas? Mais quand l'iPhone est arrivé, n'avez-vous pas vous aussi basculé vers Apple? J'adorais Nokia, puis Samsung, ensuite Huawei, et maintenant je préfère Xiaomi. Pouvez-vous me traiter de volage pour autant? C'est simple, si un employé songe à vous quitter mais ne parvient pas à trouver des conditions aussi avantageuses que celles que vous lui offrez, il restera, quoi que vous fassiez. Un client vous quitte, mais s'il ne trouve pas de produit offrant le même rapport qualité-prix ailleurs, croyez-moi, il reviendra de lui-même, la carte bleue à la main. Alors comprenez bien ceci, tous ceux qui s'éloignent de vous, qui vous abandonnent, qui vous blessent, qu'il s'agisse d'un employé, d'un client, d'un conjoint ou d'un partenaire, ce n'est jamais vraiment de leur faute. C'est la conséquence naturelle de votre propre manque de valeur irremplaçable. À part vous-même, personne au monde ne peut réellement vous blesser. Dès l'instant où vous êtes remplaçable, votre vie sera inévitablement semée de souffrances. Mais si vous devenez irremplaçable, alors le bonheur vous tendra les bras, c'est une certitude. Dans les palais d'antan, toutes les favorites pouvaient être blessées par l'empereur. Mais y en avait-il une seule capable de blesser l'empereur lui-même? Non, car l'empereur était unique aux yeux de toutes ses favorites, alors que pour lui, elle n'était qu'une parmi tant d'autres. Dans votre vie, dans vos relations, êtes-vous la favorite ou l'empereur? Si les autres peuvent vous remplacer sans effort, votre présence ou votre absence ne leur coûtera rien. Mais si, sans eux, vous êtes totalement perdu, alors imaginez l'ampleur terrifiante de votre perte.
Trop d'hommes utilisent ce prétexte du « je te prends en charge » pour transformer les femmes en favorites sans pouvoir, tandis qu'eux-mêmes continuent de progresser chaque jour à l'extérieur, devenant de véritables empereurs maîtres de leur destin. La conjointe se retrouve alors incapable de vivre sans lui, car elle n'a plus aucune autonomie. Elle est contrainte de rester, de supporter, perdant ainsi toute liberté d'esprit. Vous savez pourquoi votre conjoint peut vous ignorer, ne pas écouter vos désirs, et pourtant vous devez vous plier à sa volonté, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi, au sein d'une entreprise, certains talents peuvent vous contredire ouvertement sans que vous puissiez les sanctionner, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils le savent pertinemment. Sans vous, ils s'en sortent très bien. Mais sans eux, vous êtes complètement perdu. Il est donc naturel qu'ils affichent cette attitude. C'est inévitable. Dans une famille, celui qui élève le ton lors d'une dispute est souvent celui qui apporte le plus au foyer. Dans une entreprise, celui qui est la bête noire, celui qui ose défier son supérieur, est paradoxalement la personne indispensable. Et cette personne se permet de se plaindre, de s'énerver et d'exiger des droits au quotidien. Si vous vous mettez vous-même dans une position si passive, n'est-ce pas un peu ce que vous méritez ? Que vous gériez une famille ou une équipe, sans plus attendre, la méthode la plus efficace tient en 6 mots. Vous êtes viré. C'est simple, n'est-ce pas? Mais oseriez-vous le prononcer? Alors, que faire quand on n'a pas encore cette valeur irremplaçable? Le secret réside dans la patience, la flatterie et l'accumulation rapide d'avantages. Quand vous ne pouvez pas vous débrouiller seul sans l'autre partie, la seule solution est de faire preuve d'endurance. Pensez à Liu Bang dans l'histoire chinoise, lors du fameux banquet de Hongmen. Il a dû ravaler sa fierté devant Xiongyu pour sauver sa vie. Durant ce banquet, Liu Bang a déployé des trésors de démonstration d'affection. Malgré les attaques et les réprimandes répétées de Xiongyu, il a fait preuve d'une patience exemplaire, s'abaissant même à vouloir épouser la fille de Xiongyu. Cela a conduit Xiongyu à le considérer comme un simple subordonné sans ambition ni envergure, et c'est ainsi qu'il lui a laissé la vie sauve. Lorsque vous dirigez une équipe face à des individus très avantagés, il faut d'abord les flatter, puis les faire tomber. D'abord la patience, ensuite la destruction. Quand vous-même n'avez pas l'avantage, vous devez faire preuve de résignation, de flatterie, puis rapidement améliorer vos propres compétences. Et le plus crucial, c'est de développer de nouveaux talents, de former de nouvelles recrues afin de rendre ceux qui étaient irremplaçables, remplaçables. Une fois que l'autre partie devient remplaçable et que vous ne l'êtes plus, alors vous n'avez plus besoin de vous contenir. Il est temps de les gérer avec fermeté. Comment acquérir une valeur inestimable? Numéro 1. La compétence écrasante. Quand j'étais vendeur dans une entreprise, j'étais chaque mois le meilleur vendeur. Naturellement, mon patron me témoignait une certaine faveur, car la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise venait de moi. Les autres employés ne prenaient que 4 jours de congé par mois, tandis que moi, je pouvais en prendre 8. Comment avais-je acquis une telle capacité de vente? C'est simple. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, les autres prenaient leurs 4 jours de congé mensuels, alors que moi, je n'ai pas pris un seul jour pendant 6 mois. Les autres travaillaient en équipe du matin ou du soir, moi, je travaillais du matin au soir. Le résultat? J'ai eu le plus de contacts avec les clients et le plus grand nombre de ventes. Naturellement, mes compétences cumulées sont devenues les plus solides. Numéro 2. La richesse matérielle écrasante. Utilisez le temps que vous consacriez aux sentiments pour gagner de l'argent. L'argent en poche, les sentiments viendront naturellement. Oui, que vous soyez d'accord ou non, c'est la pure vérité. Je suis chaque jour accaparé par mon travail et mes conférences à travers le pays. Je suis rarement à la maison et je passe peu de temps avec mon fils. Généralement, c'est sa mère qui s'occupe de lui. Pourtant, il y a quelques jours, il a eu un devoir de rédaction où il devait écrire sur un membre de sa famille. Et il a choisi d'écrire sur son père, moi-même. Il m'aime tellement. Après l'avoir lu, j'étais stupéfait. Pourquoi n'avait-il pas écrit sur sa mère? C'est évident qu'elle l'aime plus que tout. Mais il a clairement compris que tous ces jouets, c'est moi qui les lui avais achetés. Numéro 3. La perception écrasante. La perception est la façon dont vous voyez les choses. 2 singes se battent à mort pour une banane, pendant qu'une personne ramasse un diamant à côté et s'en va. Ce n'est pas que les singes n'ont pas la capacité de s'emparer du diamant, mais du début à la fin, ils ne pensent pas que le diamant ait plus de valeur qu'une banane. La plupart des gens ne voient que la surface des choses et ne parviennent pas à percevoir la vérité profonde. Par exemple, la majorité des gens s'intéressent aux sentiments, mais en réalité, les sentiments ne sont que la surface. Les relations d'intérêt sous-jacentes, voilà la vraie vérité. Prenons un autre exemple. Pendant la pandémie,
Pourquoi le taux de divorce a-t-il explosé? Serait-ce un problème sentimental qui a éclaté? La vérité est que la pandémie a appauvri de nombreux hommes. Alors, comment améliorer votre perception? Premièrement, l'expérience concrète. Deuxièmement, être guidé par des personnes sages. Troisièmement, un apprentissage de haute qualité. La compétition ultime entre les êtres humains est une compétition de perception. Le niveau de votre perception détermine la classe sociale dans laquelle vous vivez et le type de richesse que vous possédez. Nous arrivons à la fin de cette série sur les clés de vie et j'espère sincèrement que ces leçons vous auront éclairé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec vos proches. Vos pensées sont précieuses, alors laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez retenu de ces réflexions. À très bientôt pour de nouvelles clés de vie.